Bonjour à tous. On va commencer, même si tout le monde n'est pas encore là, je crois. C'est pas grave, ils pourront rejoindre en cours de route. Je me présente rapidement, hein. Je suis Bassel, donc le fondateur d'Orisio, le site à destination des investisseurs. Et là, on va faire un petit webinaire qui va rappeler les bases de la fiscalité en général et de la fiscalité immobilière en particulier. Vous allez voir, on va aborder toutes les thématiques, les principales en tout cas, des régimes fiscaux immobiliers. Et pour ça, donc, il y a Jennifer Julliard qui est avec nous, voilà, qui est avocate fiscaliste, que j'ai rencontrée, qui travaille pour les professionnels, hein, notamment les marchands de biens et les professionnels de l'immobilier. Donc, elle est assez calée sur le sujet, et c'est elle qui va présenter, qui va présenter tout ça. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Elles seront abordées à la fin de chaque section. Il y a à peu près, il y a 4 sections. Et à la fin de chaque section, j'essaierai de résumer les questions pour Jennifer pour tenter d'y répondre. Voilà. Donc on a perdu 10 minutes. On va essayer de tenir dans l'heure et demie qui suit. Voilà. Du coup, Jennifer, je te laisse la main. Voilà. Et à toi de jouer. Ok. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, on est ensemble ce soir pour faire un tour de la fiscalité immobilière, précisément de la fiscalité de l'investissement immobilier. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est une présentation qui reste assez générale. Je connais évidemment pas vos niveaux respectifs et vos connaissances précises du sujet. Comme l'a dit Bassel, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat. On reviendra dessus à chaque fin de sujet abordé. Voilà. Juste pour me présenter rapidement, moi je suis avocate fiscaliste spécialisée dans l'immobilier, c'est-à-dire que mes clients, mes partenaires, toutes les personnes avec qui je travaille sont toujours des membres de l'écosystème immobilier, des investisseurs personnes physiques, mais aussi des promoteurs, des marchands de biens que j'accompagne dans le montage de leur opération avec effet défiscalisant, aussi les entreprises de travaux, les agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine. J'interviens à la fois, alors un avocat pour ceux qui ont déjà eu recours à des services d'un avocat, c'est pas forcément que dans le cadre de procédures ou de procès ou de litiges même. On a une grosse partie de notre activité, c'est mon cas, en conseil. Donc moi, je suis là pour vraiment fournir des prestations d'assistance en amont de tout sujet de discussion pour optimiser, sécuriser les projets de mes clients. J'interviens dans toute la France. Et puis, à titre de précision, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous. Je suis aussi joignable. Enfin, vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn. J'ai l'habitude de poster régulièrement sur ces sujets-là, s'ils vous intéressent. Vous pouvez me contacter facilement. Et puis, le cas échéant, si vous voulez qu'on travaille ensemble, je travaille toujours sur devis et sur des montants forfaitaires pour que vous ayez la meilleure visibilité. Voilà pour ma présentation. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce soir, on va avoir une présentation décomposée en 4 grandes parties. Donc, d'abord, dans un premier lieu, on va avoir un sujet d'introduction. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la notion de déficit foncier. Et puis ensuite, le sujet de la location meublée. Et enfin, des sujets d'investissement défiscalisants qui sont pas toujours les plus connus et qui peuvent avoir des opportunités ou en tout cas dont vous avez pu entendre parler, sur lesquels vous vous interrogez, le Malraux, le Pinel, le de Normandie. Donc ça, c'est pour le plan. Chaque fin de présentation, c'est là où on pourra redescendre les questions qui auront été posées potentiellement dans le chat au cours de la présentation. Donc, au préalable, pour vous avertir que ce soir, on aborde des sujets qui sont liés à de l'investissement immobilier dans des biens qui sont uniquement destinés à l'habitation. On ne parle pas d'investissement dans du bureau ou dans du tertiaire. Voilà, ça c'est déjà pour le cadre de notre intervention. Et c'est aussi uniquement des sujets qui concernent des investisseurs qui sont assujettis, enfin, qui relèvent de l'impôt sur le revenu, puisqu'on va avoir des défisques uniquement sur cet impôt-là. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas ce soir de système de défiscalisation, d'investissement immobilier dans le cadre ou au travers de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Donc ça peut être des sociétés à l'impôt sur le revenu, mais pas à l'impôt sur les sociétés. Voilà, ça c'est déjà pour les deux grands préalables. Ensuite, quelque chose qui est important de retenir sur l'investissement immobilier, c'est que bon, bah, ce soir, on va parler fiscalité, uniquement fiscalité, mais la fiscalité, ça doit toujours être qu'un paramètre dans le choix de vos investissements immobiliers. C'est-à-dire que ça ne doit pas être l'élément décisif. Il faut toujours que vous regardiez le produit que vous envisagez de façon globale. Le critère déterminant, c'est pas la fiscalité, c'est ce qui vient accompagner le projet, l'optimiser potentiellement, mais pas plus que ça. Donc là, on va parler d'investissement défiscalisant, plus précisément dans l'ancien, puisque on sait que demain, bon ben, de la défisque dans le neuf, comme il en a existé depuis plus de 30 ans, eh ben, il y en aura visiblement plus, puisque le Pinel devrait donc s'arrêter fin de l'année 2024, sans que ne soit prévu un successeur. Donc, on anticipe un report vers de l'investissement défiscalisant dans de l'ancien. Donc, ce soir, on va voir uniquement de la défisque dans de l'ancien. La défisque dans de l'ancien, qu'est-ce qu'elle poursuit comme objectif autre que fiscaux, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas que ce sujet-là qu'il fallait retenir comme prisme de décision. Cet investissement, il permet de se créer évidemment un patrimoine immobilier. Donc attention dans quoi vous investissez. Il faut voir la rentabilité générale. Évidemment, toujours le critère de la localisation. Et puis tout ce qui est important de garder en tête quand on investit dans l'immobilier. C'est l'investissement immobilier, il permet aussi un autre levier, c'est la protection des proches, c'est-à-dire que c'est l'assurance qui va être attachée à votre emprunt immobilier, va servir de prévoyance. Donc ça, c'est un avantage d'investir dans l'immobilier autre que ceux qu'on connaît déjà. C'est aussi un moyen de préparer les vieux jours, puisque évidemment, avec l'actualité, on sait que c'est une question qui revient fréquemment, de savoir comment les retraites sont financées et que c'est le placement favori des Français. C'est d'ailleurs de toute façon l'immobilier le seul placement, le seul investissement qu'on peut faire sans disposer de l'argent grâce au levier de l'emprunt. Donc du coup, l'investissement dans l'ancien, autre avantage, il permet de participer à la préservation du patrimoine architectural et urbanistique de nos villes. Et c'est aussi un investissement qu'on considère maintenant éco-responsable, puisque la réhabilitation immobilière, maintenant on parle du concept de recyclage urbain, et on sait que de plus en plus de personnes sont sensibles à ces sujets-là. Et il est évident qu'on peut difficilement avoir un produit recyclé plus important que de l'immobilier. Donc voilà, ça c'était pour un petit panorama rapide de ce que c'est que l'investissement ancien hors sujet purement fiscalité. Ensuite, donc on va juste faire là rapidement une présentation des principales notions fiscales clés à connaître pour comprendre l'investissement défiscalisant immobilier. D'abord, donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est en matière d'impôt sur le revenu, on l'a dit au tout début de la présentation uniquement. En matière d'impôt sur le revenu, il y a deux étapes lors du calcul de l'impôt qui permettent de potentiellement créer de la défisque. Pour rappel, comment l'impôt sur le revenu est calculé, il existe plusieurs catégories de revenus. Quand on remplit chaque année au printemps notre déclaration de revenus 2042, il y a plusieurs catégories de revenus. Donc, il y a les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Chaque catégorie de revenus, dans chacune d'elles, on va calculer le revenu imposable, le revenu net imposable. Comment on fait? On fait le revenu brut moins les charges déductibles et ça donnera le revenu net imposable. Donc en matière de revenus fonciers, le revenu brut, ça va être les loyers. Les charges déductibles, ça va être par exemple les primes d'assurance. Donc on va faire plus, moins, et le net, le solde, ce sera le revenu effectivement imposable.
Dans cette catégorie des charges déductibles, c'est là qu'on va trouver la première phase de défiscalisation possible. C'est la phase de déduction. On va l'appeler comme ça, déduction fiscale. Cette phase-là, donc on va la retrouver dans le mécanisme du déficit foncier. Et cette phase-là, elle permet de la défisque. L'important, ce qu'il y a à retenir dans cette phase-là, c'est que la défisque, elle va varier selon le profil de l'investisseur. C'est-à-dire qu'un même investissement du même montant sur la même période ne va pas provoquer le même effet défiscalisant selon la situation de chaque investisseur et notamment selon ses conditions d'imposition. Donc ça va être variable selon précisément ce qu'on appelle le TMI, taux marginal d'imposition. On verra dans la slide suivante ce que c'est. Donc pour revenir sur la colonne de gauche, on a donc fait revenu brut moins charge déductible égale revenu net imposable. Sur ces revenus nets imposables, on va calculer un impôt. Et cet impôt, ensuite, on va lui appliquer les potentielles réductions ou crédits d'impôt dont la personne, le contribuable, bénéficie. C'est là qu'on retrouve, par exemple, le crédit d'impôt pour les employés à domicile, pour les nounous. Nous, là, dans notre sujet d'immobilier, la notion de réduction d'impôt, on va la retrouver pour des dispositifs spécifiques comme notamment le Pinel, le Denormandie, le Malraux. Donc là, on est dans la deuxième phase. Ce que je vous disais, il y a 2 étapes. Donc c'est les 2 lignes violettes qu'on voit. Soit on est dans de la charge déductible, donc c'est de la déduction fiscale qui crée de la défisque indirectement. Soit on est directement dans de la réduction d'impôts, et là on est dans de la vraiment réduction. Donc retenez si vous voulez par ordre alphabétique. Déduction, réduction. C'est d'abord déduction, ensuite réduction. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans la phase de réduction d'impôts, l'avantage fiscal va être le même pour tous les investisseurs qui investissent dans un produit similaire en termes de prix et de durée. Il n'y a pas de variation selon le profil de l'investisseur. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous disais la première phase de déduction de charges qui crée la première étape de défisque. Elle est variable selon le profil de l'investisseur, selon précisément son taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition, c'est quoi? C'est le taux dont relèvent les revenus. C'est le taux le plus élevé dont relève le contribuable. C'est-à-dire que, vous le savez, l'impôt sur le revenu en France, il est progressif. Il y a plusieurs tranches d'imposition qui existent. Donc là, vous les avez devant vous. Attention, là, c'est sur les revenus 2022. Ils vont être mis à jour pour les revenus 2023 puisqu'ils sont indexés selon l'inflation. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs tranches de revenus. Jusqu'à 10 777, 0%. Ensuite, jusqu'à 27 478, 11%. Donc, ainsi de suite, jusqu'à 45%. Donc, là, on est sur pour une part. On imagine un contribuable célibataire sans enfant, puisqu'en France, on a le système du quotient familial. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Donc, on a 5 tranches d'imposition possibles et donc 5 taux marginal d'imposition possibles. Le taux marginal d'imposition, il ne doit pas être confondu avec le taux moyen d'imposition. Le taux moyen d'imposition, c'est la quote-part dont chacun des euros de vos revenus est taxé. Souvent, c'est un chiffre avec une décimale. Ça va être 10,2, 8,3, enfin je donne des exemples comme ça. C'est celui qui peut être le taux moyen, c'est celui qui peut être individualisé ou commun à 2 personnes qui sont membres d'un même foyer. Là, moi, je vous parle du taux marginal. Le taux marginal, c'est forcément un des 5 qu'on a là sous les yeux. Et ce taux marginal d'imposition, il apparaît pour la première fois dans vos avis d'impôt émis en 2023 sur les revenus 2022. Jusqu'à présent, il y avait uniquement le taux moyen d'imposition. Maintenant, il y a les deux. En dernière page, vous voyez les 2 taux. Et donc, c'est ce taux marginal, celui qu'on a sous les yeux,
qui va faire varier l'avantage fiscal lié notamment au déficit foncier. Ce qui fait que plus on est dans des taux élevés, plus l'avantage est intéressant. On va voir pourquoi. Alors, petite précision supplémentaire, l'impôt sur le revenu, c'est une chose, mais en France, on a aussi d'autres prélèvements que vous connaissez, les prélèvements sociaux, plus connus sous le nom de CSG, CRDS. Donc, cela s'applique notamment aussi aux revenus fonciers. Donc ça, là, du coup, vous avez le tableau de synthèse de comment sont effectivement taxés les revenus fonciers. Donc, j'ai repris les mêmes tranches qu'on a vues à l'instant, sauf que au-delà du taux marginal d'imposition qu'on a vu, donc de 0 à 45, il faut ajouter le taux des prélèvements sociaux qui est le même pour tous. Cette fois-ci, il n'y a pas de progressivité du taux, c'est toujours le même, il est constant, c'est un taux forfaitaire. Il est de 17,2. Alors là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas bougé, mais il peut augmenter. Il augmente. Pendant un petit moment, il a beaucoup augmenté, il y a une dizaine d'années. Là, il est assez stable depuis quelques temps, mais il n'est pas question visiblement en ce moment de l'augmenter, mais ça peut arriver. Et donc, du coup, il faut additionner le taux marginal d'imposition et le taux des prélèvements sociaux 17,2 pour obtenir le taux effectif d'imposition totale des revenus fonciers. Et c'est là qu'on voit que ça peut monter assez vite jusqu'à 62,2%. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des notions qui vont faire varier l'avantage selon l'investisseur. J'en profite du coup pour faire une parenthèse par rapport à ce que je vous disais à l'instant sur l'évolution des taux d'imposition. Le fait que là, je vous ai mis le barème applicable en 2022 qui devrait bouger en 2023. Le droit, en général, et encore plus en particulier la fiscalité, c'est quelque chose de mouvant. Qui bouge fréquemment. En plus, c'est politique puisque il y a des stratégies, des voies qui sont prises selon ceux qui nous gouvernent et les besoins. Tout ça pour vous dire que ce qu'on dit aujourd'hui, c'était c'est la raison pour laquelle il y a la date, notamment sur notre présentation, c'est valable au 10 octobre 2023. Mais les choses peuvent bouger. D'ailleurs, en ce moment, est à l'étude auprès de nos parlementaires le projet de loi de finances 2024 depuis la fin du mois de septembre. Donc, ce projet de loi de finances va venir bouger certaines choses ou pas. C'est difficile de savoir. Ce ne sera qu'à la fin de l'année qu'on saura, quand il sera définitivement voté. Et des projets de loi de finances, on en a tous les ans. Des fois, on en a des lois de finances, on en a parfois des rectificatives. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent et qui peuvent créer des nouveautés. C'est pour ça que le sujet de la fiscalité, c'est important de le connaître pour décider un investissement, mais ça ne doit pas être le seul élément, ou en tout cas l'élément décisif, puisque c'est difficile d'être certain de ce qui va se passer sur la durée de votre investissement. Voilà, c'était une parenthèse, mais on y reviendra sur le projet de loi de finances, puisque potentiellement les discussions qui ont lieu sont intéressantes à aborder rapidement. Une autre notion importante à voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales. C'est en fait ce qui existe en France, c'est qu'il y a une limitation à ce qu'un même contribuable ne peut pas additionner, cumuler un ensemble d'avantages fiscaux sans limitation. En fait, il est prévu par le législateur que c'est même par foyer. Donc attention, quand il y a plusieurs personnes dans le foyer fiscal qui bénéficient d'avantages différents, il faut les cumuler, les additionner. Un même foyer fiscal ne peut pas bénéficier d'un total d'avantages fiscaux supérieur à 10 000 euros. Comment ça se passe? En fait, on va regarder combien un foyer fiscal payerait d'impôts s'il n'avait aucun avantage fiscal, combien il en payerait
combien s'il bénéficie de tous les avantages qu'il a sollicités en démarchant, en faisant des diligences pour pouvoir en bénéficier. Et l'écart, s'il est supérieur à 10 000 euros, s'il fait une économie fiscale de plus de 10 000 euros, il y aura une réintégration de cet excédent dans son impôt. Ça, c'est pas le contribuable qui fait les calculs, c'est l'administration qui va elle-même faire ce calcul-là quand elle va éditer l'avis d'imposition du contribuable et sur la base de ce que le contribuable aura saisi dans sa déclaration de revenus. Ce que je voulais vous dire sur le sujet, c'est que le plafonnement des niches fiscales, c'est une notion importante à connaître parce que quand vous faites des investissements, il faut savoir si vous avez déjà des avantages fiscaux. Je disais tout à l'heure, par exemple, l'emploi d'un salarié à domicile ou les gardes d'enfants, pour être vigilant sur le fait de ne pas faire un investissement qui pourrait perdre tout effet parce que justement, vous avez déjà des avantages fiscaux qui font que vous atteignez déjà ce plafond de 10 000 euros. Les choses sont jamais simples en fiscalité. Il y a toujours le principe, l'exception au principe, l'exception à l'exception. Ce qui est considéré, ce qui rentre dans le calcul de ces niches fiscales, il faut retenir que c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des avantages fiscaux qui rentrent dedans, mais il y a des exceptions qui font que certains avantages fiscaux n'y rentrent pas. Donc ça, le législateur le prévoit expressément. Donc, faut être vigilant, mais ça se trouve, vous avez certains avantages fiscaux qui ne sont pas concernés. Par exemple, le déficit foncier, qu'on va voir tout à l'heure, ne rentre pas dans ce plafonnement. Donc, si vous avez déjà 10 000 euros d'avantages fiscaux divers, vous pouvez toujours faire du déficit foncier, vous ne serez pas visé par cette restriction. Donc, maintenant, on va voir le déficit foncier. Un peu plus vite. Ouais, c'est bon. Un peu plus vite, ok. Alors, le déficit foncier. Oui, t'as raison, le timing, Bassel. Je suis avocate, je parle beaucoup, c'est mon job. Alors, le déficit foncier, je vais faire plus rapide. Le déficit foncier, ce n'est pas un régime défiscalisant à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé pour permettre la défisque. C'est l'application des règles de calcul de l'impôt sur le revenu qui fait qu'on peut avoir un avantage fiscal. Je vous le disais tout à l'heure, il existe plusieurs catégories de revenus. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a d'un côté les revenus d'activité, où on trouve les traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux pour ceux qui exercent une activité commerciale, bénéfices non commerciaux, par exemple pour les professionnels libéraux. À côté, on a des revenus du patrimoine, par exemple les revenus fonciers. Il y a d'autres catégories de revenus, je vous les ai pas mises, je vous ai mis celle-là parce que c'est les plus courantes. On additionne chaque catégorie de revenus, puisque chaque catégorie de revenus obéit à des calculs de revenus spécifiques. On additionne chaque catégorie de revenus et après on trouve ce qu'on appelle le revenu global. Donc vous voyez, on a les revenus fonciers d'un côté, les autres revenus ailleurs. Le total donne le revenu global. Le déficit foncier, il provient du calcul des revenus fonciers, c'est-à-dire la rubrique qu'on a vue avant, la catégorie avant, revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est quoi? C'est les revenus qui sont en provenance de la location nue, uniquement location nue, d'un bien immobilier. Donc, pour faire simple et rapide, c'est les loyers moins les charges. Donc, dans ces charges-là, on va trouver les travaux déductibles. Alors, ces travaux déductibles, attention, c'est pas n'importe quels travaux qui sont réalisés dans le bien immobilier. C'est des travaux dits d'entretien, réparation, amélioration, à l'exclusion des travaux d'agrandissement, construction, reconstruction. En pratique, ça veut dire quoi? La frontière est parfois un peu limite. En fait, on a beaucoup de décisions de jurisprudence, c'est des appréciations au cas par cas. Donc, quand vous faites juste donner un coup de peinture, refaire la cuisine, changer les sols, changer les fenêtres, il ne va pas se passer grand-chose. Quand vous commencez à faire des gros travaux, ou vous commencez à toucher du porteur, du gros œuvre,
ça touche plusieurs niveaux. Bon, là, on va pouvoir commencer à se poser des questions, à se dire, est-ce que je suis pas en train de franchir la limite et d'avoir des travaux qui ne sont pas déductibles? Donc voilà, bon, quand vous restez dans du soft, les questions se posent pas. Étant précisé que la frontière entre les deux, c'est pour faire simple, très simple, hein, parce que le but c'est de faire simple ce soir. C'est un peu la même, à quelques variantes près, que celle qui permet de bénéficier du taux intermédiaire de TVA de 10% sur les travaux réalisés sur les biens d'habitation. Bon, donc imaginez, vous avez un bien, vous le louez, enfin en tout cas vous le louez, mais vous arrêtez de le louer parce que vous allez faire des travaux dedans. Vous faites des travaux, vous les déduisez. Si le solde est négatif, ce qui risque d'être le cas si vous faites des travaux assez importants et en plus pendant cette période-là, le bien n'est pas loué, donc le loyer en fait est égal à zéro, vous allez avoir un solde négatif et c'est ça le déficit foncier. Le déficit foncier, donc, n'est pas un mécanisme, un régime à part entière, simplement l'application, le résultat de l'application des règles de calcul des revenus. C'est pour ça aussi que c'est un mécanisme qui est plutôt pérenne, c'est-à-dire que quand on ne sait pas quand est-ce qu'un Pinel va s'arrêter ou pas s'arrêter, va être prolongé ou pas prolongé, le déficit foncier, pour que le législateur y touche, il faudrait qu'il revoie pas mal d'articles du Code général des impôts, donc ce serait plus compliqué de le remettre en cause. Sur comment fonctionne ce déficit foncier ensuite, j'ai deux niveaux d'imputation du déficit foncier. Alors, vous devez tous connaître enfin tous, ceux qui se sont un peu plus intéressés au sujet ont dû entendre parler de cette limitation de 10 700 euros par an. Ça veut dire que si vous faites 50 000 euros de déficit foncier, je vais très loin, il y en aura 10 700 euros que vous pourrez imputer sur votre revenu global. Le revenu global, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour rappel, c'est l'addition des revenus de toutes les catégories qui existent de revenus dans l'impôt sur le revenu. Ceux qui sont supérieurs à 10 700 euros, ils ne sont pas perdus. Ils sont imputés sur les revenus fonciers futurs, puisqu'une fois que vous avez fini les travaux, vous allez remettre le bien en location, percevoir des loyers, et sur ces loyers futurs, vous allez gommer l'imposition, puisque vous allez pouvoir imputer le déficit foncier que vous avez constaté pendant 10 ans. Je précise rapidement que ce plafond de 10 700 euros, le gouvernement nous a fait un cadeau en prévoyant la possibilité de le doubler à 21 400 euros lorsqu'on fait des travaux énergétiques. C'est assez encadré, il faut qu'il y ait un changement de classe énergétique et des attestations qui vont avec. Je vous précise toutefois que lorsque l'on fait les petits calculs, notamment à cause de la CSG-CRDS qui vient impacter les calculs, ce doublement du plafond sera généralement pas intéressant pour le contribuable. Voilà, je vous invite à être très vigilant si vous avez des incitations à aller chercher ce 21 400 euros qui a été mis en place depuis cette année, puisqu'il y a de très fortes chances pour que ça ne vous soit pas favorable finalement. Alors, ensuite, là, on a un petit tableau de synthèse du déficit foncier qui vous permettra d'avoir un moyen mémotechnique de vous souvenir de comment ça fonctionne. La zone dans laquelle fonctionne le déficit foncier, en fait, il n'y en a pas. Donc, c'est partout sur le territoire français. Il n'y a pas de limitation. Le principe, pour rappel, donc là, on est en déduction fiscale, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est le loyer moins les charges déductibles. Donc, on est en déduction, donc on est dans la première phase d'optimisation fiscale. Je vous rappelle ma première slide qui vous expliquait qu'il y avait deux temporalités. Les travaux qui sont éligibles, je vous le rappelle, réparation, entretien, amélioration. Attention si vous commencez à faire des choses un peu plus vastes et importantes. La temporalité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le gain fiscal, il est immédiat dès le paiement des travaux. Vous pouvez aussi faire jouer une baisse de vos prélèvements à la source dès que vous avez engagé les travaux. Donc ça, c'est intéressant par rapport à d'autres dispositifs où il faut parfois attendre l'achèvement de l'immeuble, des déclarations qui sont décalées. Là, je vous ai dit, l'avantage fiscal, il est imputable sur le revenu global ou sur les revenus fonciers s'il y a de l'excédent. Donc juste pour vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que le déficit foncier n'est pas dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros.
Et sur le profil investisseur, bien adapté au déficit foncier, c'est tout contribuable, avec un avantage majoré pour ceux qui ont déjà des revenus fonciers puisqu'ils sont déjà rentrés dans la boucle et ils vont chercher à défiscaliser. Pour rappel, les revenus fonciers, c'est les revenus en provenance de locations nues, non meublées. Voilà, tac, je continue. Donc là, on va faire un petit cas pratique rapide sur le déficit foncier. Je précise que le déficit foncier, c'est le mécanisme le plus complexe et le plus technique. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop indigeste, mais c'est pas simple parce que, voilà, après, de toute façon, vous aurez le support pour pouvoir vous replonger dedans le cas échéant. Du coup, un exemple pratique chiffré de comment fonctionne le déficit foncier. On va prendre un couple marié qui est déjà propriétaire d'un bien qui loue en location nue à 10 000 euros par an. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le profil d'investisseur encore plus concerné par ce sujet-là. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça exclut ceux qui n'ont pas encore de revenus fonciers. Ce couple marié va faire un nouvel investissement locatif de 200 000 euros au total. J'ai poussé l'exemple à l'extrême sur une ville où il y aurait un prix du foncier assez bas pour avoir des chiffres le plus éloquents. Le prix du foncier serait de 50 000 euros avec des travaux de 150 000 euros sur 3 ans. 50 000 euros par an, partant du principe aussi, pour simplifier les choses, qui seraient tous déductibles. Les loyers futurs de ce bien qui est envisagé en termes d'investissement seraient de 13 000 euros par an, donc à additionner aux 10 000 euros de base. On a donc, ça c'est l'hypothèse de base. On va voir qu'il va y avoir deux grandes périodes sur le calcul du déficit foncier et son utilisation avec 3 niveaux d'économie fiscale. Donc je vous rappelle, le déficit foncier, c'est le plus technique. Il va y avoir donc d'abord la première période des 3 années de travaux pendant lequel donc le bien sera évidemment pas loué et il y aura donc des travaux conséquents qui seront réalisés. C'est là que va être créé le déficit foncier et il va être utilisé partiellement. Et ensuite, sur les années suivantes, on va utiliser le solde du déficit foncier qui n'aura pas été utilisé pendant cette première période de 3 ans. Je te laisse passer la slide, s'il te plaît, Bassel. Ouais. Donc on va voir un tableau qui est peut-être pas forcément le plus accessible, mais en tout cas l'idée c'est que vous voyez que les deux grandes périodes sont bien identifiées. On part du principe que l'investissement a été fait en 2023, donc sur 3 ans, 23, 24, 25, on a nos 3 années de réalisation des travaux. Et ensuite l'exploitation effective du bien, la location à partir de 2026. Sur la première période, on a des loyers préexistants de 10 000 euros, puisque il y avait déjà un investissement déjà réalisé antérieurement. On voit que déjà, ça c'est le premier niveau où on gomme l'impôt sur le revenu sur ces 10 000 euros. C'est-à-dire que mon déficit foncier, mes travaux de 50 000 euros qui sont réalisés, vont venir s'imputer sur les 10 000. Et déjà là, je vais annuler l'impôt sur mes revenus fonciers préexistants. Niveau 1, ceux qui en vert. Ensuite, en violet, c'est l'imputation de mes 10 700 euros qui va venir gommer mon impôt sur le revenu sur mes autres revenus, notamment mes traitements et salaires. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes-là sur les 3 premières années, on n'a pas évidemment utilisé l'intégralité des 150 000 euros de déficit foncier. Et donc, le solde restant, on le voit en bas, 87 900 euros. Et ce solde qui a utilisé, qui est en stock, alors tout ça est fait automatiquement dans les déclarations de revenus. L'administration fiscale, elle a tout déjà quand on a déclaré dans les travaux. Et ce déficit-là, le stock de déficit, il va se reporter sur les loyers futurs de l'investissement. Donc, on a 23 000 euros. En fait, les 23 000 euros, c'est quoi? C'est les 10 000 euros de loyers préexistants, plus les 13 000 de nouveaux loyers à percevoir après réalisation des travaux sur l'investissement. Et bien, du coup, sur les années futures, ces 23 000 euros de loyer vont être totalement gommés pendant 3 ans et ensuite partiellement sur l'année 2009
grâce au stock de déficit foncier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a donc ces 3 niveaux d'imputation, 3 niveaux de défiscalisation. Je vous précise que sur le premier et le troisième, ça touche l'impôt sur le revenu et la CSG-CRDS. Sur le deuxième, ça ne touche pas la CSG-CRDS. Et c'est en ça que monter le plafond à 21 400 euros, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Tu peux passer, Bassel. Juste, alors du coup, ça c'est l'explication. Et la slide d'après, c'est la suite de ce calcul-là. Et vous allez voir en fait, donc les colonnes, c'est la reprise des économies fiscales chaque année. Donc sur la première période 2023, 2024, 2025, c'est les 3 premières colonnes, 7 930 x 3. Et ensuite, les 4 années 2028, 2026 à 2029, c'est les 4 années suivantes. Ce qui est important de voir, c'est que vous le voyez, c'est qu'on a sur la colonne de gauche 3 hypothèses. Un investisseur qui relèverait d'un taux marginal d'imposition à 30%, un autre à 41, un autre à 45. Et on voit que plus le taux marginal d'imposition est élevé, plus l'investisseur va avoir un avantage fiscal élevé. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est dans une déficit, comme le déficit foncier qui joue au niveau de la déduction, l'avantage fiscal n'est pas le même, alors que c'est le même investissement selon le profil de l'investisseur. On peut changer de slide, Bassel. Alors, du coup, rapidement sur les questions, avant de passer à la location meublée. La première question que j'ai essayé d'y répondre, c'était sur la feuille d'imposition, on parle déjà de net imposable et pas de brut en ce qui concerne les revenus. Parce que dans ta première slide, tu indiquais revenus, je crois que tu avais dit que le net imposable était quand on faisait la déduction. Et du coup, c'était le même terme que le salaire net imposable, en fait. Donc voilà, je pense que là, il y avait une confusion. On utilise le même terme. Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui, oui. C'est vrai qu'alors parfois, il y a du net et du net. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a le brut, ok, ça c'est le brut. Le net imposable, c'est ce qu'on reconnaît sur les 12 mois de l'année qu'on reporte sur sa déclaration. Donc c'est le net avant impôt. C'est plus celui qu'on touche parce qu'il y a le prélèvement à la source. C'est toujours compliqué avec le prélèvement à la source. Mais bon, voilà. Le net imposable, c'est avant de payer l'impôt. Donc c'est avant, c'est pas celui qu'on a touché, hein, c'est celui qu'on doit déclarer. Et ensuite, je crois que j'ai déjà répondu, on déduit les charges. En fait, on prend les loyers. En fait, nous, ce qui nous concerne en déficit foncier, c'est on prend les loyers, on déduit les charges et le résultat, donc le net imposable foncier, se rajoute au salaire. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est comment ça fonctionne. Et puis voilà. Ensuite, il y a une autre question sur l'imposition du crowdfunding immobilier. Donc quand on investit dans du crowdfunding immobilier, comment c'est imposé? Et la question aussi, c'est comment c'est imposé si on perçoit un salaire à l'étranger, notamment en Suisse, si on est frontalier suisse. Voilà. Alors là, on n'est pas dans la défisque IMO, là, sur Ouais. Le crowdfunding immobilier, je crois que c'est du placement par obligation. voilà, c'est ça. Et donc c'est comme les dividendes, c'est flat tax ou impôt sur Ça le va être à revenu. la flat Voilà, tax, pour quoi. faire simple. C'est ça. Donc, Voilà. Bon, voilà. le crowdfunding, c'est vraiment pour le coup des emprunts obligataires qui sont émis par des professionnels qui ont besoin de faire porter une opération, mais qui n'arrivent pas à se faire financer par des banques et qui vont payer des taux d'intérêt très élevés. Et vous, effectivement, comme le dit Bassel, c'est des revenus financiers, donc rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Ça va être un taux 30%. Mais là, on n'est 30% pas ou si vraiment on dans est le peu sujet. imposé, ouais, ou si on n'est pas un peu imposé, on va choisir la TMI, mais c'est c'est plus rare. Voilà. C'est rare. Ok, bah passons à l'allocation meublée, Et parce on a perdu beaucoup de temps. ok. Alors, À toi de l'allocation voir. Hein. meublée, rien Marché à voir avec possible. le déficit foncier. Pour être en location meublée, son nom le porte bien, il explique bien, il faut que les locaux soient munis du mobilier qui assure un minimum d'habitabilité. Donc, faut pas juste mettre 3 chaises, enfin, faut que ce soit vrai, enfin, que les personnes puissent vraiment vivre dedans sans avoir à meubler elles-mêmes ou en tout cas apporter ce dont elles auraient besoin en plus. Donc la location meublée, il y a 2 possibilités de la faire, en direct par, la personne physique
ou indirectement par une société. C'est l'allocation nue aussi, on peut le faire par une société, une SCI à l'impôt sur le revenu. Là, ce serait pas une SCI, ce serait ce qu'on appelle une SARL de famille. Si un jour vous entendez un peu ce nom barbare, bah, c'est pourquoi? C'est parce que, sauf de façon très marginale, la location meublée, c'est une activité commerciale, donc elle ne peut pas être exercée dans le cadre d'une société civile immobilière. La location meublée, donc elle a rien à voir avec, en termes de fiscalité, avec tout ce qu'on vient de voir sur le déficit foncier et plus généralement sur les revenus fonciers. C'est-à-dire que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de revenus dans l'impôt sur le revenu. Les revenus fonciers, c'est pour les locations nues. Et les locations meublées, elles dépendent de ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Pourquoi? Parce que juridiquement, on considère que la location meublée, c'est une activité commerciale et non pas civile. Donc là, c'est le juridique qui crée le régime fiscal. Comme c'est une activité commerciale, on n'est pas du tout dans les mêmes règles d'imposition que les revenus fonciers. Il y a deux régimes qui sont possibles, ce qu'on appelle le micro-BIC, où on a un abattement forfaitaire automatique de 50%, qui peut être poussé à 71% dans certains cas, notamment lorsque les biens sont classés, ce genre de choses, ou des gîtes. Et sinon, c'est le régime réel avec la déduction de charges et dont surtout le gros effet favorable de la location meublée, qui est souvent recherché évidemment, c'est l'amortissement du bien. Pour ceux qui connaissent, c'est le fait de pouvoir constater une charge fictive qui correspond à la dépréciation de la valorisation du bien du simple fait du temps qui passe. Tu peux changer de slide, Bassel, s'il te plaît. Bon, alors il y a deux statuts fiscaux qui existent en location meublée. La location meublée professionnelle. Donc ça, c'est quand on respecte deux conditions qui sont cumulatives. Ça veut dire qu'il faut que les loyers soient supérieurs à 23 000 euros par an, loyer brut. Et il faut aussi que les loyers soient supérieurs aux autres revenus. Donc, par exemple, si vous avez 50 000 euros de salaire, il faut que vos loyers soient de plus de 50 000 euros. Donc, c'est cumulatif. Si ces deux critères cumulatifs ne sont pas remplis, ce qui est souvent le cas sur la deuxième condition, c'est-à-dire qu'en général, vous avez plus de salaire que de loyer, on reste dans le régime, ce qu'on appelle location, loueur en meublé non professionnel. Étant précisé que ça, c'est pour l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'on va avoir un régime ou un autre. Attention, parce que de nouveau, on a le régime social, c'est-à-dire que dans les revenus fonciers, on avait notre CSG-CRDS, là aussi. Et pour ce qui concerne la location courte durée, on peut être considéré comme professionnel avec des critères différents de ceux que je viens de voir. Il y a juste le critère des 23 000 euros qui est dépassé, et là, on peut être considéré comme professionnel. Et dans ce cas, on est soumis aux charges sociales qui changent complètement la rentabilité. Le régime qui est souvent cherché par vous, c'est le LMNP. Restez à l'MNP, que ce soit l'impôt sur le revenu en charge sociale, puisque ça va être très favorable parce que la location meublée, elle va cumuler l'avantage fiscal pendant la durée d'exploitation du bien. Avec l'amortissement, on va annuler l'impôt en fait. C'est-à-dire que les loyers qui vont être perçus, du fait d'amortir, ça va faire revenir le résultat à zéro. Et finalement, il n'y aura pas d'impôt sur les loyers perçus. Et au moment de la revente, à la sortie, le contribuable va relever de la plus-value du régime d'imposition de plus-value des particuliers et donc va pouvoir bénéficier de gros abattements et potentiellement des exonérations intéressantes. Donc, on a un cumul de tant l'avantage pendant la période d'exploitation qu'au moment de la revente. C'est pour ça que la location meublée, elle est très recherchée. Maintenant, la location meublée, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est au centre des débats, des sujets de discussion, parce qu'elle est un petit peu dans le collimateur. Ça fait longtemps, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus, et surtout des locations meublées qui sont de courte durée, Airbnb, ce genre de choses. Donc ça, j'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui, ces régimes-là, ils sont très favorables, mais ils sont quand même un petit peu précaires. Alors attention, tout ça est politique. On va accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Il va y avoir un gros besoin de loger ceux qui vont venir assister à l'événement. Donc, il y a des chances pour qu'il n'y ait pas de mouvement d'ici là. Par contre, ça risque d'arriver après.
Là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le projet de loi de finances qui est en discussion. Il y a des amendements qui ont été déposés pour revoir ce régime, pour toucher à ce régime dans un sens ou dans l'autre. J'en parle pas là. Je vous conseille aussi, bon, vous pouvez vous tenir informé, mais n'y prêtez pas trop d'attention parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Ça peut être retiré, ça peut être remis. Tant que c'est pas voté, fin de l'année, ça sert à rien de se prendre la tête parce que tout est possible. Donc, moi, j'attends toujours le loi de finances finale pour savoir ce qui est vraiment décidé. Mais voilà, ce qui est important que vous sachiez, c'est que c'est un régime très intéressant. Mais est-ce qu'il est pérenne? On ne sait pas encore trop, à voir. Je vois Alors, qu'il y a pas mal de je vais prendre tout de questions, suite les questions parce Nassel. que, ouais, ouais, je vais les prendre. Bon, il y a certaines que je vais répondre directement, puis tu me diras si je dis une bêtise, mais donc première question, Ouais. parce que je connais bien le sujet hein, aussi. Comment sont calculés les amortissements? Y a-t-il des règles de calcul précis pour cela? Alors en fait, les amortissements, c'est un calcul comptable. Donc en théorie, c'est le comptable qui fait le calcul. Alors si vous avez des compétences comptables, vous pouvez le faire. Mais dans le principe, c'est hyper simple. On prend le prix du bien qu'on a acheté, on va enlever le prix du terrain parce qu'un terrain n'est pas amortissable. Donc on prend le prix du bien qu'on a acheté, on enlève le prix du terrain. Alors attention, le prix du terrain, il est évalué en fonction de là où vous êtes. À Paris, un terrain coûte beaucoup plus cher que dans une ville de province, par exemple. Donc ça, c'est le comptable. À l'appréciation du comptable, il va par exemple enlever 30% du terrain. Donc il reste 70% du prix du bien. Ce prix du bien-là, on va le diviser en composantes. C'est ce qu'ils appellent des composantes qui vont être amorties sur des durées différentes. Parce qu'on n'amortit pas pareil le bâti du bien que l'équipement intérieur, etc. Donc il y a plusieurs composantes, équipement, bâti, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, et c'est un pourcentage du prix, donc des 70%, on va prendre un pourcentage pour le bâti, par exemple 50%, un pourcentage pour l'équipement, un pourcentage, etc. Donc il y a 4 ou 5 composantes. Et chacune de ces composantes, on va prendre une durée d'amortissement. Par exemple, le bâti, ça peut être 30 ou 40 ans, l'équipement 10 ans, etc., etc. Et donc, on va prendre chacun de ces montants et on va les diviser par le nombre d'années et c'est ce qui va donner le montant à amortir chaque année. Donc, on somme tout ça et chaque année, on va avoir un montant qu'on va pouvoir amortir. Et donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on déduit des revenus de donc, BIC que vient d'indiquer Jennifer. On va déduire les amortissements et ensuite on déduit les charges. C'est dans cet ordre-là. Donc souvent en déduisant juste l'amortissement, déjà on annule quasiment dans beaucoup de cas le, le, le revenu, les revenus BIC et donc on n'a pas de nouvel impôt. Ça ne veut pas dire qu'on paye moins d'impôt, mais on n'a pas de nouvel impôt pendant quelques années dû à l'amortissement et ensuite des charges. Donc en plus si on fait des travaux et des charges. Et de la même façon que pour le déficit foncier, les amortissements non consommés sont reportables indéfiniment. Par contre, les charges, eux, sont reportables 10 ans. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà, donc après, il y en a beaucoup qui disent bah, comment c'est calculé, etc. Bah, c'est le comptable qui le fait. Donc en fonction en fonction du comptable, il peut appliquer des règles un peu différentes. Ça, vous pouvez en discuter. Et bien sûr, on n'amortit pas uniquement le prix du bien. On peut aussi amortir les travaux. On peut aussi amortir certains frais. Ça, c'est toujours pareil, c'est à l'appréciation du comptable que c'est fait. Voilà. Voilà. Donc, je vois que, voilà. Ah oui, je pense qu'il doit y avoir des bouquins de comptabilité. En fait, il faut vraiment aller chercher des règles comptables et la façon dont voilà les comptables. Donc, c'est pas du doigt mouillé. Hein. Il y a des règles, et il y a des règles à respecter. Mm. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours dans le statut LMNP, c'est primordial de passer par un comptable professionnel. D'une part, parce que ça permet de vous dédouaner de la responsabilité en cas de problème et d'erreur. Et deux, parce que c'est lui qui va faire la déclaration. Parce qu'attention, il faut remplir une liasse fiscale en MNP. C'est pas la déclaration 2044 qu'on fait déficit foncier, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est un peu c'est la même liasse d'ailleurs que pour les entreprises, sauf que dans le cas du LMNP, c'est plus léger. Il y a moins d'informations à indiquer que dans le cas d'une entreprise. Mais c'est pareil, hein, les emprunts sont à déclarer dans la liasse fiscale, dans ces catégories des dettes. Chaque poste comptable est considéré dans des postes comptables bien précis, donc c'est pour ça qu'il faut passer par un comptable pour faire ça. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, les intérêts d'emprunt sont-ils amortissables? En théorie, non. Je crois que c'est une section différente. C'est pas amortissable. Mais par exemple, les frais, les charges d'agent immobilier ou les frais de notaire, par exemple, peuvent être amortis. Voilà, ça c'est vraiment. Moi, je veux pas je suis pas comptable. Hein. Je vous donne un peu les principes,
Mais après, c'est un comptable qui va le faire avec vous. Il faut savoir que nous, on propose un comptable partenaire hein, qui fait ça pour à un prix plutôt intéressant. Il suffit d'aller voir sur notre site et puis si vous savez pas, vous nous contactez. J'ai vu, alors c'est pour répondre au micro BIC. Donc le format micro BIC est-il accessible pour une location meublée si le contribuable déclare alors, attendez, sur le vote actif pour une location meublée, c'est qu'on déclare 25 euros dans fonctionnement initialement lié au meublé. Je crois que la question c'était au sujet de la limite, c'est-à-dire qu'en fait il y a un plafond à pas dépasser sur le micro BIC. Je crois que oui, mais il est très élevé. Je crois que c'est dans l'ordre de 70 000 euros dans l'activité meublée, 72, ouais, 77 000 euros. 72 000, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais. voilà, donc il est assez élevé, donc avant d'y arriver, mais oui, il y a un plafond. Mais il est beaucoup plus élevé que celui du micro foncier dans le cas du déficit foncier. Voilà, alors je vais voir si j'ai pas loupé une question sur le micro VIC. Voilà. Donc les intérêts amortissables, j'ai répondu. Alors il y a une autre question, c'est qu'en est-il si on revend un bien immobilier pour lequel le remboursement du prêt n'est pas terminé et qu'on acquiert un nouveau bien à louer en meublé? Peut-on déduire les intérêts de cet ancien emprunt au titre du LMNP pour le nouveau bien? Alors, en fait, c'est très simple. Quand on revend un bien immobilier, Euh, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer le crédit lié à cet emprunt immobilier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va devoir rembourser, on va payer des frais à la banque de remboursement anticipé, ça s'appelle, et on va rembourser le capital restant dû, parce qu'on doit encore du capital. Par contre, les intérêts s'arrêtent, puisqu'on clôture le crédit. Donc au final, le crédit sur l'ancien, alors si on le clôture, je crois que c'est pas obligatoire. Alors ça, j'ai un petit doute, je sais pas si c'est obligatoire, mais la plupart du temps, on ferme le crédit qui est lié à l'emprunt et on rembourse le capital restant dû. Et donc les intérêts Bah, en s'arrêtent. général, en général, Vas-y. l'emprunt est lié au bien immobilier, quoi. La banque, elle fait pas de Voilà, portabilité, hein. voilà, c'est ça. Donc en fait, on clôture, on rembourse le capital restant dû, donc la part de capital qu'on doit rembourser. Les intérêts s'arrêtent puisqu'on ferme l'emprunt. On a des nouveaux frais qui sont les frais de remboursement anticipé, donc faut pas l'oublier. Et on paye éventuellement l'impôt sur la plus-value. Voilà, ça évidemment, il y a un impôt sur la plus-value quand on revend. Ensuite, quand on rachète un bien, bah, on repart sur un nouveau crédit, nouveau taux d'intérêt, nouveaux intérêts, donc c'est pas lié les deux. Donc la question, il n'y a pas de report de l'un à l'autre. Voilà, c'est chaque bien est lié à son emprunt. Voilà. Voilà, Je, je, j'espère je, que je ça. pro- Vas-y. Ouais, j'en profite, Bassel, pour rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, donc la location meublée, c'est une activité qui est donc commerciale. Donc c'est pour ça aussi que parfois il va y avoir certains régimes fiscaux où on va vous dire des régimes fiscaux de faveur, bah, ça marche avec la location meublée parce que la location meublée, elle est entre la frontière entre la gestion patrimoniale et l'activité commerciale. Et c'est ce qui prête toujours à discussion sur savoir quel régime on va lui appliquer sur certains dispositifs. Et effectivement, comme le disait Bassel, on encourage à avoir recours au comptable, puisque notamment, bah, c'est ce que tu soulignais, lui, c'est un professionnel qui saura vous dire les choses et sa responsabilité sera engagée. Donc ça reste quand même important. Pareil, si vous avez des doutes sur certains dispositifs, bon, bah, moi, je vais vous encourager à consulter aussi un conseil habilité, notamment un avocat, puisque là aussi, vous serez assuré sur la, la, le conseil qui aura été donné, ce qui n'est pas le cas des professions non réglementées. Et juste une chose sur les tarifs du comptable. Alors évidemment, que ce soit un avocat ou un comptable, enfin, on peut l'intégrer dans les charges, hein, dans le cadre du cadre du meublé. Hein, je parle pas de déficit foncier où il y a moins de choses qu'on peut déduire, mais sur le meublé, c'est possible. Il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas si cher que ça hein, de passer par un comptable ou un professionnel, parce que d'une part, c'est déductible, et ensuite, pour le comptable, si vous adhérez à un centre de gestion agréé, un CGA, vous allez pouvoir déduire les deux tiers des frais, donc de CGA, de comptable, pardon, de comptabilité, sur vos revenus globaux là pour le coup, ce qui est un peu particulier d'ailleurs, mais ça se déduit des revenus globaux, donc ça réduit un peu l'impôt. Voilà, donc c'est pas énorme et enfin, bon, moi personnellement j'ai des biens immobiliers en LMNP et en nu, et en LMNP j'ai un comptable qui s'occupe de ça quoi.
Ok, bah du coup il n'y a pas d'autres questions, je pense, non. Donc on peut passer aux autres régimes, parce qu'il y a d'autres régimes aussi. Et puis s'il y a d'autres questions, même sur les choses qu'on n'a pas passées, vous pouvez les envoyer sur le chat, on répondra, même si ça concerne pas la prochaine section. Alors, tac, autre Ok. dispositif. Ouais. Bon, du coup, je vais essayer d'être rapide dessus. Comment passer d'une location nue à une location meublée? Eh Ouais. ben, en mettant des meubles dedans. Ah non, mais oui, mais par contre il y a quand même des règles, hein, je crois, hein. Il y a des règles à respecter. Je crois qu'il faut garder, on peut pas Bah, passer, il faut 3 ans minimum pour, je crois, pour le foncier, non, enfin je sais plus, il faudrait vérifier, mais il y a des règles à ça, respecter. c'était effectivement ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la synthèse, le même tableau que là, on a en Malraux et qui était en déficit foncier tout à l'heure, j'avais mis que dans les conditions du maintien du déficit foncier, c'était le maintien de la location nue pendant 3 ans. Donc, si vous avez fait du Mm. déficit foncier, il faut attendre au moins 3 ans pour le passer en meublé. Et après, bah, pour le passer en meublé, bon, bah, faut mettre les meubles, faire un bail adapté et aussi faire les déclarations, comme le disait Bassel, puisque c'est tu assimiles à une entreprise, enfin faire les démarches qu'il y a à faire auprès du guichet unique, des choses qui ne sont pas forcément très simples depuis les modifications récentes. Donc voilà, il y a un petit peu de paperasse à faire. Il y a une dernière Alors question. j'ai la réponse à la deuxième question, parce que je l'ai fait aussi. En fait, c'est quand on fait le changement, alors c'est moins avantageux le LMNP. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus amortir ou déclarer les frais d'achat. Et on est obligé de prendre l'amortissement en cours de route. On ne peut plus amortir au prix d'achat. On va être obligé d'amortir à l'instant T où on fait la modification. Donc là, le comptable va faire un calcul. Euh, et on ne pourra pas prendre par exemple les frais de notaire ou les frais d'achat, les frais d'agence. On ne pourra plus les amortir cela. Ils sont plus déductibles et plus amortissables. Par contre, sur le bien, je crois qu'il y a un calcul qui est fait par le comptable sur l'amortissement du bien lui-même. Donc il va prendre en compte le fait qu'il a été acheté avant. Donc ça, je n'ai pas les détails du calcul, mais le comptable va devoir adapter. Donc c'est moins avantageux que quand on fait du MNP en cours de route, en changement, qu'au moment de l'achat. Voilà. Ensuite, je vois juste une question sur le déficit foncier. Donc, si on divise une habitation en 2 logements, le déficit foncier marche-t-il sur les 2 logements? Ça, en fait, faudra faire, d'un point de vue urbanistique, certainement une déclaration pour, constater qu'il y a une division qui a été faite et après, il sera possible d'affecter à chaque lot, sa quote-part de travaux qui lui sera affectée. Oui, donc il y a pas de c'est au prorata, enfin c'est ce qui aura été réellement, fait dans chacun des nouveaux lots, après Et après division, chaque qui euh, pourra être et déduit. après chaque logement est déclaré finalement comme un lot différent aussi, dans lequel on Ouais, peut déduire les ouais, charges correspondant à mmh, chaque lot, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme si on avait ouais, acheté deux logements finalement. Mm. ouais, mais par contre, il faut faire la division, avant, l'engagement des travaux pour Mm. avoir un tracé, plus simple, de l'engagement, de à quoi correspond, quels, travaux dans quel lot, quoi. Et puis sur les parties communes, bah, ce sera proratisé selon les tantièmes. Mm. Voilà. Euh, SARL de famille plutôt qu'une société soumise à l'IS pour du meublé. Alors SARL de famille parce que ça va rester à l'impôt sur le revenu et que nous là aujourd'hui on a dit qu'on regardait que les régimes impôt sur le revenu et puis qu'on va garder la logique de l'amortissement. Puisque si après on est en société IS, et là on va être sur d'autres règles. Il y aura l'amortissement aussi, mais les plus-values seront pas calculées de la même façon. Ça c'est encore autre chose. Et bon, nous on a Ouais. fait le choix 1h30, c'est déjà dur de faire le Ouais, tour c'est une puisque grande ça question fait là. On uniquement n'arrivera pas à y sur l'impôt répondre. sur le revenu. Ouais. On n'arrivera pas à y répondre à cette question en 2 minutes, c'est pas possible. Mais peut-être qu'on, du coup, c'est une idée pour refaire une session plus sur la SCI, sur les sociétés. On pourra faire ça. Ouais. Alors la valeur prise Oui, pour il y aura un l'amortissement est replay, donc je bien crois. là. Oui, 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 c'est enregistré en fait. Donc on partagera la vidéo, tout le monde pourra la voir, ainsi que la présentation PowerPoint.
Alors, la valeur prise pour l'amortissement est donc bien la valeur du bien le jour du passage à la location meublée. Oui, je pense. Bon, après, vérifier avec un comptable, hein. Je suis pas, voilà, je vais pas dire que je suis comptable, mais je pense que c'est ça, ouais. Je crois que oui. Oui, oui, parce Mm. qu'on change en fait de patrimoine en fait. On passe d'un patrimoine perso à un patrimoine pro du point de vue du fait que ce soit considéré comme une entreprise. Mm. Mm, mm. Ok, bah Ok, écoute, je te laisse bon, reprendre le Malraux et super. les autres dispositifs. Bah là, ouais, voilà, là on va parcourir des dispositifs qui sont moins courants que les deux qu'on vient de voir, dont on entend parler assez souvent et que le grand public connaît bien. D'abord, moi, je voulais vous parler du Malraux. Le Malraux, c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi? Notamment avec la fin du Pinel. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient investir dans du Pinel avec des montants assez élevés, bah, le ticket d'entrée du Malraux, il est similaire. Donc, ça peut être un bon report et c'est un dispositif qui n'est pas suffisamment exploité. Le Malraux, pour la faire courte, c'est les zones qui sont situées en site patrimonial remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de protéger certains secteurs de villes définis. Donc, c'est pas partout, c'est pas comme le déficit foncier. Pour vous donner un exemple, bon, bah, moi, je suis de Lyon. Pour ceux qui connaissent, le quartier ancien de Lyon, c'est Saint-Jean, sa cathédrale, ses pavés, tout ça. Bon, bah, Lyon, Saint-Jean, ça a été le premier quartier classé en zone Malraux en 62 par le ministre de ce même nom. S'il n'y avait pas eu ce classement, ce dispositif, bon, bah, tout notre quartier Saint-Jean aurait été rasé et aujourd'hui, ce serait des tours. Bon, donc ça a quand même une utilité et c'est un dispositif qui est assez pérenne puisqu'il existe donc depuis 1962 par rapport aux autres, Pinel, etc. Je ne vais pas vous refaire un dessin qui ont tendance à être un petit peu, enfin on ne sait pas toujours trop combien de temps ça va durer. Le principe, c'est que c'est une réduction d'impôt. Donc là, on n'est pas comme le déficit foncier, on est vraiment le même avantage pour tout le monde, quel que soit son profil. L'éligibilité, il faut qu'il y ait une réhabilitation complète de l'immeuble qui est concerné. Donc là, c'est pas lot par lot, c'est vraiment tout un immeuble. Il y a des zones Malraux qui sont pas forcément connues parce que ça ne veut pas dire que le bien doit être exceptionnel. Il y a des zones Malraux qui existent dans certaines villes quand il y a des déclarations d'utilité publique, par exemple, qui sont prises quand les biens sont fortement dégradés. Là, c'est les pouvoirs publics qui imposent la réalisation des travaux. Et là, il y a potentiellement des très bonnes opérations à faire puisque le foncier va être très bas avec un coût de travaux très élevé. Et comme l'avantage fiscal est calculé sur les travaux, ça peut avoir un effet de levier très intéressant. L'avantage fiscal, c'est quoi? C'est calculé sur le montant des travaux qui sont réalisés. Et le taux, c'est 22% ou 30%. Donc, c'est pas entre 22 et 30, c'est 22 ou 30. Et ça dépend du plan d'urbanisme qui est adopté, dont dépend l'immeuble sur lequel est réalisé les travaux. Il y a un plafond qui est fixé à 400 000 euros sur 4 ans. En gros, le Malraux, ça peut aller jusqu'à 120 000 euros de réduction d'impôt sur 4 ans. Les conditions, c'est que par contre, il faut louer le bien pendant 9 ans. C'est la location nue. Là, je suis bien en location nue. À part quand on parlait de meublé tout à l'heure, tout le reste, c'est toujours la location nue. Il n'y a pas de contrainte en termes de loyer et de ressources du locataire. Et le Malraux est hors champ du plafonnement. Je vous rappelle, les 10 000 euros qu'on ne doit pas dépasser par an, et bien du coup, c'est pas concerné, le Malraux. Donc ça, c'est aussi un avantage dans ce dispositif-là. Je te laisse passer, Basel, la slide d'après. Euh, je- Le Malraux, un exemple. Bon, ben, là, c'est plus basique que le déficit foncier, c'est moins technique. On va dire c'est un couple marié qui paye 15 000 euros d'impôts par an. Il va faire un investissement dans une zone Malraux éligible à 30%. Son investissement, ça va être 200 000 euros. On va dire 100 000 euros de foncier, 100 000 euros de travaux, payés par trois tranches, 30, 40, 30. Donc, sur 3 ans. Bah, en fait, on voit qu'en fait, vous voyez la première colonne, les premiers chiffres de mon tableau, c'est mes 15 000 euros d'impôts annuels. Ensuite, c'est les montants de travaux que je vais payer. Donc, troisième colonne, bah, je paye 30 000, 40 000, 30 000 euros de travaux. À chaque fois, je vais avoir comme réduction d'impôt 30%. Donc, du coup, bah, je vais cumuler un montant de réduction d'impôt, 9 000, 12 000, 9 000 sur chaque année. Et à la fin, bah, on voit qu'en fait, j'ai divisé mon impôt par 3. C'est-à-dire que si vous regardez la dernière ligne, impôt avant investissement, ça aurait été 45 000 euros. Dernière ligne en violet, impôt après investissement, ben, c'est 15 000 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple simplifié du Malraux.
et qui mérite d'être connu parce que c'est quelque chose d'intéressant et pas assez développé parce que les professionnels le connaissent pas suffisamment, mais ça devrait prendre de l'ampleur avec le fait que bah, demain il n'y ait plus le Pinel, il n'y ait plus de défis que dans le neuf. Je te laisse passer la slide. La selle. Une précision du coup sur le Malraux, c'est le Malraux, faut pas le confondre avec le monument historique. C'est souvent le cas. C'est-à-dire que le Malraux, c'est une éligibilité par secteur, par territoire. Et alors que le monument historique, c'est vraiment l'immeuble exceptionnel qui est classé par lui-même parce qu'il a des caractéristiques intrinsèques extraordinaires. C'est pas le cas du Malraux. Le Malraux, ça peut être un immeuble lambda, c'est juste qu'il est dans un secteur éligible. C'est pas pareil, c'est par quartier. Le monument historique, c'est par immeuble. Rien à voir. Le Malraux, c'est beaucoup plus souple d'application. Il y a beaucoup moins de conditions. Le monument historique, il faut faire intervenir les architectes des bâtiments de France. Il faut garder le bien en location pendant une durée très longue. Ça concerne des investisseurs qui sont très fortement imposés ou qui ont des revenus exceptionnels type départ à la retraite, indemnité de licenciement, ce genre de choses. Le Malraux, c'est des profils d'investisseurs qui sont beaucoup plus étendus. Je vous le disais tout à l'heure, l'épinel assez élevé, c'est équivaut à du Malraux. Donc voilà rapidement pour le Malraux. Je vais assez vite sur ces sujets-là. Ensuite, deux autres dispositifs moins connus. Bon, alors le Pinel, on le connaît dans le neuf, mais il est moins connu, mais il existe dans l'ancien. Donc c'est le Pinel rénové. Bon, bah, la seule difficulté, c'est qu'il va s'arrêter, mais il y a encore des opportunités puisqu'il continue jusqu'au 31 décembre 2024. C'est les mêmes zones que sur le Pinel 9. Je précise qu'il y a un décret d'application qui vient d'être passé, qui vient de changer le classement des villes. Donc, ça vaut autant pour le neuf que pour l'ancien, parce que le classement des villes fait varier le montant des loyers maximum applicables. Donc là, il y a un décret qui vient de passer, certainement un des derniers coups d'arrêt avant la mort du régime. Je ne sais pas toujours politiquement quels choix sont faits, mais en tout cas, le Pinel, du coup, peut désormais être plus rentable du fait de ces changements de classement de ville. À voir, du coup, au cas par cas, si les villes sont passées dans le Pinel, si elles ont changé de gamme. Le Pinel rénové, ben, en fait, il marche quand on peut démontrer qu'on a fait des travaux qui permettent d'acquérir des normes de décence, de performance technique, énergétique qui n'existaient pas avant les travaux. Donc il y a un comparatif avant-après travaux. Bon, bah, le Pinel, on le sait, il a été raboté sur 2023-2024, ben, tant dans le neuf que dans l'ancien. Mais bon, il y a toujours quand même des opportunités. Il est plafonné à 300 000 euros par bien et 5 500 euros au mètre carré. Les contraintes, c'est une durée de location de 6 ans minimum, location nue toujours, un plafonnement des ressources du locataire et des loyers, mais je viens de vous dire qu'il y avait des changements dans les villes là la semaine dernière, et il y a une possibilité de louer le bien à des ascendants ou des descendants. Donc ça, c'est intéressant. Attention, le Pinel est dans le champ du plafonnement. Pour votre parfaite information, je vous ai mis à côté le de Normandie. Le de Normandie, c'est un excellent régime qui n'a pas du tout le succès qu'il aurait dû avoir. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas très cohérent, mais en tout cas, il devrait s'arrêter le 31 décembre 2023. On est nombreux à espérer une prorogation, mais pour le moment, c'est pas prévu dans le projet de loi de finances. Est-ce qu'il va y avoir un amendement? Je ne sais pas. Le de Normandie, c'est sur d'autres communes. C'est pas sur les mêmes zones que le Pinel. Le Pinel, c'est sur les zones tendues. Le de Normandie, c'est sur des communes qui sont à redynamiser. Pareil, l'idée, c'est d'acquérir des performances énergétiques qui ne sont pas les mêmes que dans le Pinel ancien. Après, je vous les ai mis en comparatif parce que sinon, c'est les mêmes conditions en termes de plafond, de conditions de location, et les deux sont dans les niches fiscales. Mais souvent, ils sont confondus. C'est-à-dire que vous entendrez souvent des commercialisateurs, conseillers en gestion de patrimoine, enfin, le monde de l'immobilier, c'est comme le Malraux, le monument historique, confond très souvent Pinel ancien et de Normandie. Vous dites, je m'intéresse au Pinel ancien, ah, un de Normandie. Non, c'est pas la même chose. Et enfin, dernière chose, ça c'est vraiment pour finaliser votre culture d'investisseur. Il existe parfois des possibilités de cumuler sur un même bien deux effets défiscalisants. Là, je vous ai donné l'exemple de ce qui peut se faire, par exemple, sur un bien qui serait éligible, du Pinel
qu'on appelle optimiser au déficit foncier. C'est un jour où si vous avez déjà croisé ça, c'est la possibilité de, sur un même bien, d'avoir tant la réduction d'impôt Pinel que la déduction déficit foncier. Là, je vous ai donné un exemple avec un investisseur qui aurait déjà des revenus fonciers préexistants de 5 000 euros par an, une tranche marginale d'imposition à 41%. Il fait un investissement de 300 000 euros. Cet investissement comprend 150 000 euros de foncier, 150 000 euros de travaux. 100 000 euros de travaux éligibles au Pinel, 50 000 euros éligibles au déficit foncier. Vous voyez, on va splitter le montant des travaux pour les faire rentrer dans deux dispositifs différents. On va dire qu'il y a un engagement de location sur 12 ans. L'éligibilité d'abord Pinel, vous voyez, c'est la premier effet défiscalisant. L'assiette de calcul, ce sera 250 000 euros parce que le Pinel, la réduction d'impôt, se calcule sur le foncier, donc 150 000 euros, et sur les travaux éligibles, 100 000 euros. Donc ça va nous donner une réduction d'impôt. On a appliqué les taux de 2023, 43 750 euros. Et sur le solde des travaux qu'on n'a pas passé en Pinel et qu'on passe en déficit foncier, là, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on approche de la fin, mais il y a les 3 niveaux de défiscalisation que je vous avais décrits tout à l'heure dans l'exemple chiffré du déficit foncier. On va avoir la défisque niveau 1 sur les revenus fonciers préexistants, la défisque niveau numéro 2 sur le revenu global et la défisque niveau numéro 3 sur les futurs revenus fonciers. Et ça, en fait, ça pourra être additionné et en faisant le cumul de tout, on peut vraiment avoir des dispositifs de défiscalisation massifs. Ça, en fait, c'était pour vous sensibiliser sur le fait qu'il existe des possibilités de cumuler des dispositifs fiscaux sur un même investissement. Je crois qu'il y a une question sur le Pinel. Oui, alors du coup, en Pinel, si le locataire part au milieu de la deuxième période et qu'on vend le bien, doit-on rembourser les crédits d'impôt? Alors, c'est de la réduction d'impôt, attention, pas les crédits d'impôt, sur les deux périodes, 6+3 ou seulement sur la seconde période? Alors, attention, parce que tout ce qui est... alors, Pinel, c'est ou 6 ans ou 9 ans, avec deux possibilités de prorogation, +3 deux fois. Je voudrais pas vous dire de bêtises parce que tout ce qui est sujet de prorogation de Pinel, c'est toujours hyper dangereux. C'est vraiment le BOFIP, enfin la doctrine administrative rédigée sur le sujet est vraiment, il y a des choses vraiment dangereuses. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais dans tous les cas, je vous dirais attention à ça aussi, c'est pas automatique, mais qu'il y aurait quand même la prescription qui viendrait couvrir les premières années du moins. Donc les 6+3, je pense que ce serait dur de venir vous les chercher en totalité. Euh, pour répondre à la question sur la remise en cause de la réduction d'impôt sur la période des 9 ans. Après, ça dépend si vous aviez pris un engagement initial de 6 ans. Franchement, je peux pas répondre comme ça, c'est trop dangereux. Ok.